Et ces poissons, vous allez les prendre à l'étalage pour vos parents. Mais vous pouvez l'avoir à la maison. Qui a un aquarium? Voilà, vous êtes quelques-uns. Eh bien, les Romains faisaient pareil. Avec la différence que leur aquarium, c'était le vivier, un vivier romain. Donc là, ils font, comme vous, dans votre aquarium, ils conservent les poissons. Ils les conservent. Voilà ce qu'est un vivier. Donc on va le voir tout à l'heure. On verra cette maquette qui est dans la salle. Peut-être qu'il faudrait que je parle au micro, ça serait plus facile. Donc avec un stockage des poissons, ici, ce qui est figuré en grisé, c'est l'eau, et une cuve ici, et une deuxième cuve. Donc c'est profond, vous verrez tout à l'heure, ça fait 2,10 m de profondeur de chaque côté, avec un approvisionnement d'eau qui se fait par 2 canaux, un pour le premier bassin et un second ici. Vous pouvez distinguer, vous le verrez plus nettement tout à l'heure, des séparations. Et qu'y avait-il entre ces séparations? Eh bien, il y avait des coquillages, parce que les Romains étaient très friands de coquillages. Donc les poissons étaient là, ici, et les coquillages étaient à côté. Et la villa romaine se trouvait au-dessus, donc à Sainte-Maxime, vous avez cette chance. Malheureusement, si je puis dire, elle est occupée par une villa moderne, et on allait manger, les convives venaient manger ici, au bord de la piscine, au bord du vivier, et les autres choisissaient leur poisson. Tiens, je voudrais telle muche, elle est belle, et l'esclave la prenait, la mettait dans leur assiette. Donc on a cette chance à Sainte-Maxime d'avoir ce vivier. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le vivier? Ma photo n'était pas très nette, hein. Eh bien, il y avait les coquillages dont je vous ai parlé. Quels coquillages? Les huîtres. Ils étaient très friands d'huîtres. Ils considéraient que ça avait autant de valeur que le vin. Vous savez, on prend de bonnes bouteilles de vin, c'est appellation d'origine contrôlée. Eh bien, les Romains avaient la même chose pour les vins, mais aussi pour les coquillages, en particulier pour les huîtres. Alors, on a des huîtres, on a le murex. On mangeait ça et on en extrayait un produit rouge qui servait à teindre. Le murex, en avez-vous entendu parler des murex? Les toges romaines qui étaient rouges, ben voilà, ils utilisaient ce produit. Les patelles, qu'on trouve ici, hein, qui collent au rocher, ben ça ils mangeaient aussi. Très assaisonné. Les coques, les moules. Et en poisson, leurs 2 poissons favoris, c'était les mulets et les murènes. Donc voilà ce qu'il y avait dans un vivier. Question là-dessus? Oui? Sinon, normalement, les mulets, ça mange en général n'importe quoi. Donc je comprends pas très bien pourquoi c'était leur poisson préféré. Parce qu'ils aimaient le mulet. C'est une particularité, tu as raison. Bon, nous on préfère les dorades ou d'autres poissons plus raffinés, mais eux c'était une passion pour le mulet. Et ils en faisaient aussi, ils les mettaient au soleil, ils les pêchaient, ils les éventraient, et avec les intestins et la chair qu'ils laissaient pourrir au soleil, ils en faisaient du New-Yorkman, on dirait aujourd'hui. Une sauce qui accompagnait tous leurs poissons. Oui? Ils choisissaient leurs poissons qu'ils voulaient manger? Alors, je vais te dire comment ils faisaient. Ils n'allaient pas pêcher en mer. À la période de la fraise, c'est-à-dire en période des accouplements des poissons, eh bien, ils prenaient un mâle, un mulet mâle, il lui attachait à travers les ouïes un filin, un petit filin qu'il reliait au bateau, et ils allaient le promener en mer. Et derrière, toutes les femelles, eh bien, suivaient ce poisson mâle
et qu'il raccompagnait à l'intérieur du vivier. Et quand ce monsieur et ces dames étaient rentrés, eh bien, ils fermaient les portes et ils avaient leur provision de mulets. Voilà comment ils pratiquaient pour les mulets. Ça, c'est un auteur ancien qui nous le raconte, c'est un peu particulier. Mais vous voyez que chez les poissons aussi, les mâles ont du succès. Hein. Il n'y a pas que chez les femelles. Autre question éventuelle? Alors, je continue. Donc, la position, si vous le voyez, la position de ce vivier, il est là, à la pointe des Sardinaux. Ou pour être plus précis, ici. Donc, quand on arrive de la route qui se trouve par là, on redescend vers la plage qui est là, la plage des Sardinaux. Et il faut revenir un peu sur le côté. Le vivier est dans ces rochers qui sont souvent submergés. Je ne sais pas s'il y en a qui vont aux Sardinaux. Oui. Eh bien, quand vous y allez, vous repérerez, vous descendez tout droit et là, vous prenez les rochers. Ici, avec un peu de chance, vous verrez les bords du vivier. Il y en a deux. Il y a celui-ci et celui qui est un peu plus loin que je vais vous montrer. Voilà, alors voilà les Sardinaux. Donc le vivier est juste derrière. La photo est prise d'un site de l'âge du fer qui est la ville antique d'il y a 3000 ans, des Ligures. Mais bon, je ne m'attarde pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc voilà, quand on a commencé, il y avait beaucoup de vagues. Et au départ, j'ai cherché le mur qui pouvait séparer ces viviers que vous avez eus. J'ai eu la chance de le trouver après avoir dépoté les cailloux. Donc, comme il fallait vider, eh bien, j'ai pris un engin. On a amené du sable sur les rochers pour pouvoir travailler. Et on est descendu à l'intérieur de ces cases pour l'extraire. Alors voilà ce que ça rend, si vous voulez, au départ. Donc on fait un mur de pierre, et chaque fois que le godet remontait, eh bien nous on l'arrosait, on travaillait à hauteur d'homme, et on enlevait tout ce qui pouvait être ancien. Alors vous allez me dire, une pelleteuse, c'est pas sympathique, ça risque de tout casser. Mais déjà tout ce qui était dedans était en morceaux, puisqu'il s'est passé 2000 ans avant qu'on fasse cette recherche. Donc voilà ce que je vous montrais en schéma. Un approvisionnement ici, le mur de séparation du premier bassin, un deuxième approvisionnement qui est là, avec les encoches que vous voyez bien, où étaient les portes pour éviter que ça se sauve, et le deuxième bassin était là. Alors chez les Romains, il y avait une prescription, c'est d'orienter au nord, qui est ici, orienter au nord les viviers de manière à produire un brassage d'eau sur les vents dominants. C'est-à-dire les vents dominants chez nous, c'est le vent d'est et c'est le vent de sud-est, pas le vent du nord, hein, donc ils étaient à l'abri. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, en eau basse, vous voyez beaucoup plus nettement les deux bassins, et le premier canal ici, le deuxième qui est là. Bon, ça c'est une autre vue du mur, je passe rapidement. Les encoches dont je vous parlais, et dans lesquelles on mettait des portes en plomb. Voilà schématisé le plan de ce que je viens de vous dire, les deux espaces où étaient les poissons et les séparations des chenaux. Voilà une porte qu'on a retrouvée. C'est une porte en plomb qui fait près de 15 kilos, donc elle est assez épaisse. Tous ces trous sont faits pour permettre le passage de l'eau, mais ça empêche les poissons de partir. Ils butent là. Et vous connaissez les chaleurs qu'on a ici, cet été en est un exemple, donc il fallait un brassage de l'eau. Voilà l'épaisseur qui fait près de 5 cm. C'est assez rudimentaire, mais là, les poissons ne bougent pas. Il y avait également, pour le brassage de l'eau, au fond,
au fond du mur une ouverture de manière à favoriser ce passage. Donc il y avait un va-et-vient d'eau, un dans ce sens, l'autre dans l'autre, et les poissons qui tournaient chacun dans leur bassin. Voilà, c'était une protection, je ne vais pas trop m'attarder. Voilà, au départ, on est à la recherche des bords du vivier, parce qu'au départ, j'avais fait une reconnaissance, j'avais trouvé qu'un bord ici. Et là, on les cherche, on met des pierres, on barre la route pour faire le travail. Voilà la construction de ce mur. Une fois dégagé, là c'est à marée basse. Est-ce que vous savez qu'il y a des marées ici, en Méditerranée? Oui, hein? Eh bien, c'est le cas. Quand la marée est basse, on peut voir ces deux bassins. Mais comme maintenant, non, hein, on ne peut pas. Donc voilà, c'est une explication, je passe un peu là-dessus. Une vue de ce bassin. Alors, ce n'est pas le seul. Peut-être connaissez-vous celui des Isambres. Oui, vous l'avez vu. Alors voilà, lui a 3 bassins. Et il a une fonction un peu différente, parce que il est plus sommaire, comme vous le voyez, là. Le Romain qui a bâti ça l'a fait en tenant compte de la géographie locale, donc un gros rocher au milieu qui coupe les vagues. Il servait en fait pour fabriquer le gnockman, pour parler comme actuellement, qui servait à accompagner les plats. Alors ce qui me fait dire ça, voilà, donc là il y a la vue de l'ensemble, hein, avec le schéma explicatif si vous allez sur place. Et ce sont les 2 viviers les plus proches. J'ai eu de la chance de voir ce qui vous paraît peut-être un tas d'ordures dans ce coin. Quand la villa à l'arrière a été en réfection, ce grand contenant en fait servait pour la saumure, c'est-à-dire tous les poissons qui étaient récupérés par eux, soit dans le vivier, soit à l'extérieur, eh bien pourrissaient là dans de l'eau de mer, de manière à faire cette sauce qui accompagnait tous les plats. Alors on appelle ça en latin le garum, G-A-R-U-M, garum. C'est pour ça que je parlais de gnockman pour vous habituer au terme, mais c'est le garum. Et les Romains en étaient très friands, donc ils mangeaient le poisson accompagné, et ils avaient le souci de manger frais, à tel point qu'un des auteurs nous dit la façon dont ils le faisaient, c'est-à-dire les invités, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'allongeaient sur leur coussin autour de la table, choisissaient leur poisson, et le fin du fin, c'était de le manger cru à la mode japonaise. L'esclave leur amenait le poisson, il le prenait par la queue, il le trempait dans le garum, et il le mangeait comme ça, encore tout frétillant. Ça, c'est vraiment le frais du frais. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres viviers? Oui, on en a retrouvé un à Fréjus, mais à l'intérieur des terres. C'est ce que vous voyez ici. C'était un très grand vivier, puisque nous, on a la chance d'avoir 2 viviers en bord de mer, les 2 seuls qu'on a en Gaule, qui sont encore en eau. Mais les riches romains pouvaient en faire aussi à l'intérieur de leur habitation. Donc voilà, vous voyez que c'est très structuré avec des pierres, c'est très solide, vu d'en haut. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, on n'a pas trouvé de poisson, on a trouvé beaucoup de poulpes. Et comme on était une équipe d'hommes et femmes, on avait des intentions belliqueuses. On s'est dit, tiens, on pourrait les manger. Mais les dames hurlaient tellement fort qu'on leur a rendu la liberté. Alors on a trouvé près de 700 kilos de tuiles, les tuiles plates, qu'on appelle tegula en latin. Les tuiles plates sur lesquelles on met une tuile arrondie, qui est l'imbrex, je vous montrerai sur place, qui sert à faire les toits, qui sert à faire les égouts ou les amener d'eau. Donc c'est une villa qui a vécu longtemps. Voilà ce que ça pouvait représenter, donc environ 25 mètres carrés couverts.
Et on a trouvé de la poterie. Alors je ne vais pas tout vous détailler, mais ça c'est un morceau de meule. Là c'était une encoche qui servait à tourner une meule. On a trouvé des huîtres de cette époque. On a trouvé donc toutes sortes de matériel, de vases, bon je ne vais pas trop détailler pour ne pas vous noyer, c'est le cas de le dire. Des éléments d'amphore, on a trouvé beaucoup d'amphores. Près de, tout est en morceaux encore une fois, 70 amphores représentés. Ce que vous voyez ici, c'est des anses d'amphores qui étaient au fond, de toutes sortes qui venaient d'Italie, d'Espagne, de la Gaule. Des vases, des bords d'amphores ici. Là, voilà, c'est de l'amphore, tout ça, des fonds d'amphore. Donc vous voyez que c'était quand même très riche. Des fonds de vase qui sont représentés ici. De la vaisselle sigillée qui était la vaisselle de luxe des Romains en rouge qui était décorée comme on peut le voir. Et malgré 2000 ans dans l'eau, bon, elle est encore nette. On a trouvé du verre, je vais vous montrer dans la photo d'après. Voilà ce qu'on a trouvé. Ça, c'est une bouteille, c'est une anse de bouteille en verre. Donc là aussi, c'est assez admirable parce que le verre n'est rentré en Gaule qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er après, puisque ce vivier est de la fin du 1er après Jésus-Christ et début du 2e. Des bords de vase en verre, encore bien conservés, des anses en verre, des goulots de bouteilles, gros ou petits. Vous voyez que malgré tout, on a trouvé des choses assez extraordinaires. Alors, est-ce que ces viviers étaient courants chez les Romains? Ils n'étaient pas très courants, puisqu'au temps de la République, quand vous l'étudierez, on considérait que c'était anormal d'avoir un vivier signe de richesse, parce que ça coûte cher de le faire, et qu'il fallait le consacrer à autre chose. Par contre, à partir du milieu du 1er après Jésus-Christ, eh bien là, les familles riches, patriciennes, se font un point d'honneur pour avoir des viviers. Donc tous les grands en ont, Cicéron avant, si César même en avait. C'était une période qui s'est éteinte à la fin du 2e après Jésus. Donc voilà, ça c'est notre équipe de fouilles. Le maire de l'époque qui m'avait dit, moi je me baigne là depuis mon enfance, j'ai jamais rien trouvé de romain. D'où venez-vous? Ah, vous venez de Saint-Étienne? Ah bah c'est pas étonnant, écoutez, vous voulez que je vous prête un engin, je vous le prête, mais vous n'allez rien trouver. Donc une semaine après, je lui ai fait signe, il était admiratif, il n'en revenait pas, qu'il y ait un site romain et tout ce qu'on avait trouvé, il retournait dans ses mains constamment ces objets, parce qu'évidemment, c'est pas en surface, mais ça avait été tenu par chance par des grosses pierres amenées lors des grandes largades, comme on dit, de vent d'Est, qui ont protégé cette partie-là. Peut-être avez-vous des questions ici? Enfin, si vous devez rédiger quelque chose, un texte, est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas compris, comme tegula, imbrex? Non, ça vous pas. Non, tu voulais dire quelque chose? Oui. C'est quoi imbrex? Imbrex, maintenant, ça correspond à la tuile romane. On fait tous nos toits en tuile arrondie. Et pour les Romains, je vous le montrais dans l'exposition, ils bâtissaient avec des tuiles plates très lourdes, et entre les deux tuiles plates, à rebord, ils mettaient une tuile arrondie. Et au fil des siècles, à partir du 5e après Jésus-Christ, on n'a plus utilisé que les tuiles romanes parce que c'est plus facile pour faire un toit. Donc l'imbrex, c'est ça, la tuile romane actuelle. C'est-à-dire j'ai une passion pour l'archéologie depuis que je suis en culotte courte. Et donc une fois que j'ai été en retraite, je me suis adonné à ma passion ici, à Sainte-Maxime,
en participant à la création d'une association qui s'appelle Aristide Fabre, du nom d'un chercheur maximois qui était sériciculteur, mais riche, et son temps libre était important pour qu'il prospecte toute la région. Et donc j'ai lu ses ouvrages, ce qu'il avait repéré il y a plus d'1 siècle, et je suis allé sur ses traces pour essayer de retrouver des éléments. C'est le cas de ce vivier, il ne l'a jamais fouillé, mais il le signale. Je ne savais pas où il était, il ne le précise pas trop, mais il indique qu'il existe un vivier gallo-romain pour les poissons. Et donc je consacre mon temps comme président de l'association, on est 152, à faire des fouilles, à prospecter les champs de vigne ou les collines, à faire des visites mensuelles ou bimensuelles de sites grecs, romains, celto-ligures, voilà, sur le secteur, et puis un voyage d'études. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien. Autre remarque? Bien. Donc si je résume, les Romains aimaient la bonne chair. Je ne l'ai pas trop développé. Ils aimaient tout ce qu'on mange. Ils aimaient les lapins, les poulets, les cochons. Ils mangeaient de la viande de bœuf, du cerf, tous les animaux sauvages, les oiseaux. Mais aussi lors de festins, qui étaient assez importants. Le festin où ils buvaient du vin avec, mais quand ils buvaient le vin, c'était toujours mélangé d'eau. Pour eux, boire du vin pur, c'est le fait des barbares. Vous apprendrez Bacchus, ce dieu du vin, les bacchanales, qui étaient de grandes fêtes, mais on ne se saoulait pas, très peu. En réalité, c'était une fête religieuse où on était relié au Dieu par le vin qui rend, quand on en boit, la tête tourne un peu, on n'est plus sur terre, on est en dehors de ses problèmes. Donc c'est les bacchanales qui étaient une fête importante puisque le jeune homme passait de l'état d'enfant à l'état de citoyen romain. C'est là qu'il prenait la toge rouge. Donc il y avait des fêtes qui étaient célébrées qu'on appelle les bacchanales chez les latins. Oui. Mais comment ils chassaient les oiseaux? Quels oiseaux? Comment ils faisaient pour les chasser? Alors ils avaient des filets, notamment dans les arbres parce qu'ils plantaient des oliviers et des vignes qui n'étaient pas comme les nôtres. Elles couraient dans les branches, puisque une vigne sauvage peut atteindre 40 mètres de long, et ils cueillaient le raisin en hauteur. Ça évitait que les rongeurs les mangent au sol. Et donc, dans ces arbres, les oiseaux venaient manger les olives ou les raisins, ils mettaient des filets, ils les capturaient. Ou ils tiraient avec des flèches. Mais le plus facile, c'était les filets. Oui. Et sinon, vous nous aviez dit que ces viviers étaient réservés aux riches. Donc ça veut dire que ce vivier appartenait à quelqu'un d'assez riche, non? Absolument. Donc, tu as tout à fait raison. Est-ce qu'on peut savoir si... Est-ce que vous savez si c'est un sénateur, ce genre de choses? Alors, malheureusement, ils ne nous ont pas laissé de traces. Dans les villas romaines sur lesquelles on travaille, celle qui a fourni le plus d'éléments est celle de Lacroix-Valmer, à Pardigon. Pas Pardigon-Cavalère, Pardigon, Lacroix-Valmer, la plage du débarquement. On a travaillé 10 ans pour dégager. Donc là, on a un four à tuiles, avec le nom du propriétaire qui s'appelait Zoogénès, qui était là au IIe siècle après Jésus-Christ, qui vendait les amphores qui fabriquaient ces tuiles, et comme de la vaisselle actuellement, on peut la signer en indiquant son nom. Eh bien lui, il signait une tuile sur 100, il apposait sa signature Zoogénès. C'est le seul dont on ait pu conserver un nom. Derrière ce vivier romain, il y avait une villa romaine, mais on ignore totalement encore
Le nom. Il faudrait pouvoir fouiller, j'ai jamais eu l'accord de le faire, parce que c'est une propriété privée. On retrouverait peut-être des tuiles s'il les fabriquait avec son empreinte, on saurait le nom. Mais là, malheureusement, on ne sait pas. Ce qui est certain, et ta question est tout à fait juste, c'est que ces hommes qui viennent occuper le bord de mer sont des gens riches, parce qu'ils ont une attribution. Qui sont-ils? C'est des soldats de la 8e Légion qui ont combattu contre Cléopâtre et Antoine, qui était un général romain, comme vous savez. Donc, quand ils ont été battus en Égypte, qu'Antoine s'est suicidé et Cléopâtre s'est fait mordre par ces serpents, c'est Octave qui devient le maître de l'Empire romain, qui va devenir l'empereur Auguste. Et que faire de toutes ces légions? Eh bien, il va leur attribuer des terres en Gaule. Donc nous, c'est la 8e Légion qui a été implantée. Une légion, c'est 6000 hommes. Et ils vont avoir un territoire compris entre le massif de l'Esterel et la ville d'Hyères, et en hauteur jusqu'au Verdon. Donc il y aura un tirage au sort de ces lopins de terre que vont faire les géomètres. Ils vont faire des lopins de terre de 700 mètres de côté, groupés dans des domaines. Mais on commence le tirage au sort par les officiers principaux, les généraux, les correspondants de nos colonels actuellement, etc. Donc c'est eux qui vont choisir les meilleurs emplacements près de la mer et terres cultivables. Sinon, j'ai une autre question. Oui. Mais sinon, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des attaques barbaresques, ce genre de choses? Tout à fait. Est-ce que ça leur permettait de pouvoir défendre les frontières, ça? Alors, tout à fait. Ce qui c'est donc l'empereur Auguste, Octave, fils adoptif de César, a voulu rétablir la paix en mer, parce qu'il y avait des barbaresques qui venaient d'Afrique du Nord et qui pillaient les côtes. Donc déjà, il y avait ce phénomène qui existait. Et que va faire l'empereur Auguste? Avec les vaisseaux qu'il a récupérés à Antoine et Cléopâtre, il va les amener où? À Fréjus, dont il va faire le 2e port romain de la Méditerranée, avec pour mission de faire régner la police sur les mers et de faire régner la paix romaine. Donc c'est grâce à ça que se constitue Fréjus, qui était déjà connu parce que César en avait fait un point de passage pour ses légions, mais c'est lui qui développe Fréjus et en fait le 2e port de la Méditerranée après Ostie, qui, comme vous le savez peut-être, est le port de Rome, est le plus grand port méditerranéen. Donc voilà comment ça s'est fait. C'est Auguste qui a vécu longtemps, par chance, et donc qui a permis de faire régner la paix romaine à la fois sur terre et sur mer. Tout ça à propos d'un vivier, on va loin, mais vos questions sont très bien, parce qu'on prend l'histoire de France et en même temps notre histoire, puisque, bon, il y a eu une des grandes batailles, je terminerai peut-être par là pour pas trop retarder. Le Var s'honore d'avoir eu 2 sites importants. Forum Voconi, qui est au Canet des Morts, une ville romaine qu'on a fouillée avec des amis de l'association en l'an 2000, et qui est installée même avant Fréjus. Donc c'est là que se sont rencontrés, à la mort de César, des généraux qui voulaient le pouvoir. Donc Marc-Antoine, d'une part, avec ses légions, qui vient d'Italie où il a été battu et veut reconquérir la Gaule à son profit. Et de l'autre, eh bien, des généraux que le Sénat envoie pour l'arrêter. Et ces généraux vont s'installer au Canet des Morts, sur ce que l'on appelle en latin Forum Voconi, le Forum des Vocons, qui est installé là. Donc ces 2 armées sont prêtes à se battre, et puis par différentes lettres, eh bien, on fait appel à Cicéron, qui est un auteur
que vous connaissez, je pense très bien, mais qui est aussi un homme politique de premier plan et qui va faire en sorte que se crée un triumvirat entre tous ces belligérants. C'est-à-dire Octave, donc fils adoptif de César, Marc-Antoine, qui va aller après en Égypte, et Lépide, qui est le gouverneur de l'Espagne et de la Gaule du Sud. Donc voilà comment ça se fait. Et le premier triumvirat, c'était avec César Pompée, le deuxième, c'est ces trois hommes. Et progressivement, eh bien, Octave va éliminer ses rivaux, il va éliminer Lépide, et il va éliminer Marc-Antoine en le battant sur mer, donc près de la Grèce, et en le battant sur terre en Égypte, avec ses légions. J'ai revu les principes de Columel, j'ai trouvé extraordinaire ce travail. La plupart des villas par rapport aux viviers du bord de mer sont à en gros 1,50 m à 2 mètres, plus haut, pas plus. Et les villas, elles regardent 3 faces. Et vous regarderez au Sardinot quand vous irez, eh bien il y a 3 faces. Il y a une face qui regarde vers Saint-Tropez, une autre face au large, et l'autre vers la Nartelle. Oui, tu es dans les rochers là, donc il y a la mer qui est là autour. Elle est là la mer. Et tu y es déjà allé, Stéphane, au Sardinot ou pas? Je pense, mais c'était pas ici, c'était un peu plus loin. Ah oui, l'autre vivier. Oui, voilà. Oui. C'est privé à la villa, c'était que les riches qui avaient un C'est la vivier, personne en fait. qui les invitait. Voilà, c'est ça. C'était pas un libre service. C'était pas un libre service. tout C'est à pas fait. en libre service, non. Michele? Ça va te revenir. Alors Mathis, en attendant? Et c'est que pour une seule personne? Ah ben pour une famille, hein, Pour une parce famille. qu'à Pour une seule l'époque personne. romaine, tu avais le propriétaire, sa femme, ses enfants, mais aussi tous les clients. Toute la famille votait comme le propriétaire. Et les esclaves, ils mangeaient des fois ou le poisson? Ah ben les esclaves mangeaient aussi, oui. Oui, oui. Oui. Là, vous parlez du Sardinot de Saint-Maxime ou du Sardinot De Sainte-Maxime. J'ai jamais vu ça. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé ce coin, je suis remonté ici et j'ai retrouvé l'angle là. Et c'est à partir de là que j'ai déclenché la fouille. Et puis voilà, après j'ai cherché, j'ai trouvé ce mur que je cherchais prioritairement. Parce que j'étais certain qu'il y avait au moins 2 bassins, parce qu'ils font au moins 2 bassins chaque fois. Voilà. Et après j'ai trouvé les canaux. Voilà, mais tout ça on barbotait dans l'eau. Hein. C'est pour ça qu'on y est avec la pelleteuse, parce que quand on enlevait, on arrivait à niveau. Et là, avec les seaux, on mouillait des brocs. On mouillait doucement le sable, on éliminait doucement et on récupérait tout. Voilà, les tessons, les... Voilà. Alors ce que vous avez là en bas, c'est les amphores. Bon, je n'ai pas tout mis parce que j'en ai des quantités énormes, mais nous on identifie les amphores d'après leur... voilà, je l'ai trouvé intéressant. Vous avez le verre qui est ici, que je vous ai montré un peu. Tout ça, on l'a trouvé dans le vivier. Vous avez les décors de vases, on appelle ça sigillé, vous voyez, qui est décoré. C'est des vases avec des scènes mythologiques qui sont représentées. Donc, il y en a d'autres ici. Alors, évidemment, il a fallu coller, hein, parce qu'on trouve ça en morceaux. Alors, quand on est dans une villa, ça s'écroule parce que les pierres tombent dessus, mais on a plus facilement les morceaux autour. Alors que dans le vivier, bon, l'eau à brasser, c'est difficile à retrouver l'ensemble, ce que j'aurais bien aimé pour reconstituer. Mais Oui. ça, vous l'avez vraiment trouvé? Enfin, La statue, non. Ça, c'est un modèle, une copie qu'on a faite de ce qui a été trouvé, mais pas ici, c'est à Lacroix-Valmer.
c'est une tête qui est en marbre de Carrare et qui crache de l'eau dans une fontaine. Ça alimente, j'ai déjà vu ça. ça alimente une en fontaine. Belgique, le monsieur qui fait Donc voilà ces éléments pour le vivier. D'autres questions sur le vivier, après on passe aux caves romaines. Alors, vous pouvez jeter un œil. Oui, tu voulais Mais dire les poissons, ils étaient gros parce que déjà, les troncs, ils sont un petit Ah oui, oui, oui. Les gruges, déjà, c'est très gros. C'était énorme. Ouais. Non, enfin, Ah pas oui, les c'est- petits poissons que... C'est pas la friture de Voilà. Jols qui est toute petite, là, qu'on pêche dans les ports. Non, c'était déjà gros. Parce qu'il fallait qu'on les mange après. Tu vois, c'est fait pour ça. Eh bien là, on va les pêcher ou les ramener de la façon dont ce que j'ai dit, sauf sur un point, c'est qu'on ne vit pas là à l'année. La capitale, c'est Fréjus. Donc l'appartement est à Fréjus, c'est la capitale locale, où tous ces riches personnes, tous ces patriciens ont leur maison. Oui, tu voulais poser une question. Pourquoi ça fait un petit peu comme dans les châteaux forts, ils ont des petites encoches comme ça. Parce qu'il fait très chaud Ah, c'est parce qu'il faisait. pour la chaleur. Donc là, vous avez l'exemple, comme je viens de le dire, de la vigne qui est le principal moyen de subsistance, qui est là par cordage, on la tire, on la descend, et les raisins est là-dessous, il est là-dedans. Et au fur et à mesure qu'on descend, eh ben, on va enlever les parties supérieures progressivement pour tout écraser. Et à ce moment-là, on récupère ici le jus de raisin qui va venir dans ces cuves. Et ces cuves ont toujours un fond arrondi pour récupérer au maximum. Et on va les laisser pendant 2 ans. On va les laisser pendant 2 ans, mais avant, le goût des Romains est différent du nôtre. On va mettre de l'eau salée pour certains et on boit le vin avec ce mélange, notamment pour le poisson, où on va mettre des herbes à l'intérieur, ce qui fait un vin très costaud. Et on mélange avec l'eau de mer, oui. Vous avez dit la poutre, elle faisait combien de kilos? Entre 800 et 1000 kilos. C'est qui a porté? C'est des machines. Non, c'est les esclaves. Il n'y a pas de machine à cette époque. Il y a 5 Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a par les cordages ou par les fils, oui. Les doliums, un dolium, on dirait de nos jours une jarre, comme les jarres du siècle passé, qui faisaient 1500 litres ou 1800 litres. Et donc les hommes se promènent entre ces jarres, mais c'est enterré. Ce qui sort, c'est le 10e à peu près de la jarre. Nous, on l'appelle dolium en latin. En tout cas, qu'il est moins chaud. Pour ça qu'il est enterré, il a moins chaud. Parce qu'il tourne très vite et il se transforme en piquette. Voilà, picatum en latin. Et c'est pourquoi, quand le vin était livré loin, quand c'était le vin cueilli à Rome ou même chez nous, qu'il allait sur le front de l'Est, c'est-à-dire vers Metz, où se trouvait le plus gros de l'armée romaine chez nous, pour faire face à une invasion, 120 000 hommes, eh bien, il fallait du vin. Donc ce vin, le temps qu'il monte, il se transformait en piquette. Oui? C'est quoi en fait ça? Bon, ça c'est pour figurer comme on a, ça correspond à une fouille réelle d'une villa qui se trouve à Pardigon. Donc là, ils pouvaient mettre les chariots rangés à l'abri contre les murs. C'est comme un garage. Oui, une sorte de garage au grand air. Mais la partie essentielle, c'est celle-là, le broyage pour le vin. Donc vous voyez les petites plaques qui sont représentées, c'est celles qu'on enlève au fur et à mesure. Donc on descend ici. Il y a un cadre de bois au début, mais qui s'enlève progressivement avec ces tiges qu'on enlève. Et donc on broie jusqu'à la dernière grappe de raisin au fond. Donc il est mort. Hein. Il y a 2000 ans qu'il est mort. Mais moi c'est ce que je trouve émouvant chaque fois, c'est qu'on a des traces
de ces hommes. Eux ont disparu, mais leurs mains sont là. Alors voilà la tuile romaine telle qu'elle était sur les toits. Elle servait aussi pour les courants d'eau, ils faisaient courir l'eau, ils faisaient courir les égouts. Pour les tombes aussi, ils les mettaient. Et pour éviter que la pluie ne rentre à l'intérieur, ils mettaient l'imbrex. C'est ça l'imbrex. C'est une tuile arrondie qu'on utilise maintenant de la même façon. Et si on remonte encore avant, il y a 20 000 ans, on allait à pied aux îles. Quand il y a eu... oui, d'ici, on allait à pied. Mais j'allais dire quoi? Ah oui, vu qu'aujourd'hui, nous, on a les égouts pour que l'eau parte. Oui. Mais avant, ils avaient quoi? Bah si, ils avaient les égouts. Hein. Ah oui? Les cloaques. Si tu vas un jour voir la villa romaine de Pardigon, j'espère qu'on va la réouvrir, il y a les égouts qui récupèrent l'eau des cuisines, l'eau des thermes qui est sale et qui s'évacue vers la mer. Si, ils avaient un circuit bien fait avec des tuiles comme ça. Et pour que l'eau glisse plus facilement, le fond est fait avec des tombées de marbre qu'ils ont utilisées pour bâtir. Donc l'eau glisse là-dessus beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est? Je dirais pas une broche, mais... Bah, c'est une broche, oui, tu as raison. C'est une broche qui servait à tenir des vêtements. Et alors celle qui est à côté, c'est un miroir, là en bronze, là, ce que tu vois.